Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées 2021, et si on en profitait pour parler d'emploi et de diversité. La MDPH de la Haute-Vienne, un ancrage au plus près des besoins. Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de cette nouvelle semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, on a trouvé que c'était l'occasion de faire un focus sur la MDPH. La MDPH, une institution qui fait partie du paysage de chaque département. Et pourtant, combien de fois on est obligé de repasser par le mot Cotorep pour expliquer ce qu'est la MDPH. Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir des invités de marque, des invités qui vont nous aider justement à repositionner ce qu'est la MDPH dans cet environnement, à quoi ça sert, quelles sont ses missions, comment ça fonctionne. Allez, on va commencer notre tour de table avec Monique Plazzi. Bonjour Madame Plazzi. Bonjour. Monique Plazzi, vous êtes présidente du GIP MDPH et de la COMEX. Alors on va commencer l'émission par vous, mais on va finir le tour de table. À vos côtés, Karine Barthes. Bonjour Karine Barthes. Bonjour Bruno. Karine, vous êtes quoi? Vous êtes directrice de la MDPH de la Haute-Vienne. Christine Pradine, docteur Christine Pradine. Alors c'est pas qu'elle souhaite qu'on l'appelle docteur en permanence, mais vous verrez c'est important puisqu'elle est médecin coordonnateur de l'équipe d'évaluation de la MDPH et c'est un rôle tout à fait particulier. Bonjour. Et enfin, Séverine Martin, qui n'est pas docteur. Comment ça va, Séverine? Non, je ne suis pas docteur. Pas encore, bonjour, ça va. Peut-être. Séverine, elle est responsable du service instruction administrative et l'accueil qui englobe ça. Alors, on va commencer, on va essayer de suivre cette interview. On a construit cette interview en essayant de suivre un petit peu le parcours d'un dossier, puisque c'est ça d'abord, la MDPH, c'est d'abord l'instruction d'un certain nombre de dossiers. Mais on va commencer par le cadre légal. Monique Plazzi, je l'ai dit, vous êtes présidente du GIP MDPH et de la COMEX. La MDPH, c'est une structure administrative bien particulière, je viens de le dire, c'est un GIP. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un GIP pour les gens qui ne savent pas? Et qu'est-ce que ça implique en termes de fonctionnement? Alors déjà, vous avez utilisé GIP, COMEX. Ah ben oui. Eh ben voilà. Donc je compte sur vous pour nous faire de la pédagogie. Voilà. Alors d'abord, un GIP, parce que ça explique mieux ce que c'est. C'est un groupement d'intérêt public. Et la COMEX, c'est... l'unité qui va expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau de ce GIP. Alors, comme j'ai dit, c'est un groupement d'intérêt public. Ça veut dire que à l'intérieur, il y a bien sûr le conseil départemental. Je suis vice-présidente de ce conseil départemental. Et le GIP a toujours comme président le président du conseil départemental. Et le président actuel m'a délégué cette fonction d'être présidente, effectivement, du GIP. Il n'y a pas que le département, puisque c'est un groupement. Il y a donc le département, l'État, avec l'ARS et différents organismes qui dépendent de l'État, mais également la CPAM, la MSA, la CARSAT et la CAF. Toutes ces entités forment ce que l'on appelle le GIP, auquel il faut associer les associations de personnes handicapées et les familles des personnes en situation de handicap. Voilà ce que c'est que le GIP, mais ce GIP, c'est un peu éthéré, il faut bien qu'à un moment donné, toutes ces personnes se retrouvent pour faire un point sur ce qui se passe à l'intérieur de la MDPH. Et c'est la commission exécutive que l'on appelle la fameuse COMEX, qui va donc regrouper ces différentes entités et qui va étudier le fonctionnement, ce qui se passe dans la MDPH, et c'est la directrice qui doit faire son rapport à la COMEX pour valider les orientations et ce que les personnes qui travaillent à la MDPH doivent réaliser. Alors, merci pour ce moment pédagogique, mais il y a finalement peu de gens qui le savent. Par contre, c'est peut-être important de préciser à ce moment-là
on est bien d'accord que ce GIP, c'est un groupement. Il y a effectivement la COMEX, etc. Mais toutes ces institutions, toutes ces personnes accompagnent la MDPH et ne contraignent pas la MDPH. C'est important peut-être à bien préciser pour les gens parce qu'on peut vite faire des raccourcis. Absolument, je crois que c'est très très important. La MDPH est une organisation indépendante, certes, elle doit donner, expliquer ce qui se passe, mais c'est un petit peu normal. Bien sûr. Parce que il est normal que les élus, qu'ils soient d'État, les représentants de l'État ou de la collectivité départementale, sachent comment ça se passe. Et je peux vous dire que, effectivement, si cette journée permet à bon nombre de personnes de savoir ce qui se passe à l'intérieur de la maison départementale des personnes handicapées, je crois que nous aurons réussi. Parce que c'est très souvent que je suis obligée d'expliquer à mes collègues élus ce qui se passe. Et chaque fois que je peux le faire en public, je le dis, parce que c'est valoriser tout le personnel de la MDPH et pour bien montrer que ces personnes font un travail remarquable, assidu. Et bien sûr, lorsqu'on dépose un dossier, on pense qu'on est tout seul. Seulement, on n'est pas tout seul. Non, on n'est pas tout seul. Quand il y a entre 22 000 et 25 000 dossiers qui sont traités dans une année, ça veut dire qu'on n'est pas tout seul. Et que si on n'est pas tout seul, il faut que l'équipe pluridisciplinaire étudie chaque cas d'une manière très sérieuse. Et donc, ça prend un peu de temps. Donc, si on peut rectifier le tir aujourd'hui, j'en serais ravie. Voilà, on en sait un peu plus. Karine Barth, c'est important ce que dit. Alors déjà, c'est toujours important ce que dit Monique Plady, faut le dire, c'est comme ça. Voilà. Mais et je voudrais justement rajouter, parce que c'est vrai que du coup, comme elle a pu l'expliquer, dans le GIP, il y a les financeurs, il y a les représentants des associations. Et ce qui est vraiment très important, et elle l'a bien dit, mais il faut vraiment que les choses soient bien appuyé, c'est-à-dire qu'au niveau de la MDPH, vous allez le voir tout le long de cette émission, on est sur de l'évaluation de la compensation et on va bien travailler sur les besoins. Et ce n'est pas parce que nous avons au sein de notre COMEX les financeurs des différentes prestations que nous évaluons en fonction de leurs orientations du tout. On a une COMEX qui travaille sur une politique du handicap dans sa globalité et qui nous donne des orientations, des stratégies et qui, bien entendu, évalue notre activité et nous demande des comptes forcément par rapport à notre activité pour suivre cette politique du handicap, mais il ne nous donne jamais d'orientation sur des évaluations à la baisse pour que ça coûte moins cher. Et ça, Bruno, je voulais l'insister parce que je l'entends très souvent en disant, mais vous, MDPH, vous ne me donnez pas la H ou la PCH ou, parce qu'on a oublié l'éducation nationale, ou l'aide humaine, l'AESH au niveau de l'école, parce que ça coûte trop cher et il y a de l'argent. Non. La MDPH est une structure indépendante et donc du coup nous travaillons sur une évaluation du besoin et nous sommes complètement éloignés et distancés de tout l'aspect par la suite mise en œuvre et financement de toutes les compensations que nous notifions. Et ça, je crois que c'est vraiment important de l'indiquer. Voilà, ça c'était important et c'est vrai que c'est des choses qui remontent régulièrement. Une dernière chose, il faut simplement savoir que la MDPH, je me permets juste de rajouter ça, la MDPH ne gère aucun budget si ce n'est son budget de fonctionnement. La MDPH n'octroie aucune aide, ne fait aucun chèque à qui que ce soit pendant son fonctionnement. Allez, on va rentrer si vous le voulez bien, on va rentrer dans le fonctionnement avec Séverine Martin. Séverine Martin, elle est responsable du service instruction et accueil. On va commencer par l'accueil, parce que l'accueil, c'est un peu la porte d'entrée de la MDPH. On le verra dans la suite de l'émission. On tend vers, mais comme beaucoup de structures, une dématérialisation de la demande, etc. Mais l'accueil à la MDPH, ça reste un moment privilégié. C'est le premier contact avec l'usager, avec les personnes qui demandent, aussi bien d'un point de vue physique que d'un point de vue téléphonique. Oui, voilà. En effet, donc l'accueil de la MDPH est géré actuellement, enfin est assuré actuellement par 10 agents au sein de la MDPH à tour de rôle, avec
parmi ces 10 agents une personne de manière plus dédiée, qui intervient chaque jour. Donc nous assurons l'accueil téléphonique, l'accueil physique, un accueil dit de premier niveau où on va régler des problématiques plutôt administratives, mais tout en interrogeant le dossier s'il est déjà existant de l'usager, et un accueil dit de second niveau où nous allons accompagner l'usager dans l'expression de ce que l'on appelle son projet de vie, qui est un point central de la demande à la MDPH sur lequel on souhaite insister, donc qui permet à la personne de poser ici, que ce soit sur sa vie, son projet professionnel ou de sa vie, son projet de vie tout simplement personnel, donc au quotidien. Voilà, donc aider au remplissage de ce formulaire de demande qui est donc l'outil maître, j'ai envie de dire, de la MDPH, c'est le départ et qui va permettre donc d'avoir une évaluation la plus précise possible, donc avec les éléments. Donc on insiste sur ce formulaire de demande. Alors ce qui est important aussi, on peut en dire 2-3 mots, c'est que quelqu'un vient à la MDPH pour lui, pour d'autres, pour son enfant, pour son conjoint, etc. Et depuis quelques mois, il a la possibilité, je dirais même l'obligation, moi, en quelque part, mais parce que je suis un peu extrême, de nous donner sa satisfaction quant à l'accueil. C'est important. Si jamais on vous le propose pas à l'accueil, il faut que les gens le demandent quand même. C'est ça, oui, complètement. Oui, donc la MDPH a à cœur, bien sûr, d'améliorer sans cesse donc ses process, la qualité de ses prestations. La qualité de son engagement donc envers l'usager. Donc nous incitons en effet nos usagers à s'exprimer à travers un questionnaire ou à travers le questionnaire en ligne grâce à un flashcode, donc s'exprimer à travers des questions et à travers aussi du texte libre. Ouais. Oui, c'est tout simple. Dire aujourd'hui comment la MDPH m'a accompagné, est-ce que je suis satisfait ou non, qu'est-ce que je pourrais donner comme point d'amélioration éventuellement au personnel de la MDPH pour assurer au mieux cet accueil. Bon, c'est important parce qu'on peut aussi souligner qu'aujourd'hui 95% des personnes qui remplissent ce questionnaire sont satisfaites de l'accueil, sont satisfaites de l'accueil de la MDPH. On peut s'en vanter. Ça doit encourager le personnel de la MDPH à rester toujours aussi accueillant, technique et souriant. Christine Pradine, en parlant de sourire, c'est extraordinaire, la transition est belle. Christine Pradine, médecin coordonnateur de la MDPH. Vous êtes donc médecin coordonnateur de l'équipe d'évaluation. Alors, c'est un rôle central parce que, c'est le moment de le dire, le rôle premier de la MDPH, c'est d'évaluer des demandes. C'est d'abord ça, le rôle de la MDPH. Et on évalue selon un principe. Je compte sur vous pour nous l'expliquer le plus clairement possible, parce que je pense que depuis la loi de 2005, on ne l'a pas expliqué, ce principe-là. On n'est non pas dans un principe de réparation, mais dans un principe de compensation. Alors, qu'est-ce que le principe de compensation ? Et effectivement, est-ce que vous pouvez nous expliquer les outils qui sont à votre disposition pour évaluer les demandes des personnes ? Alors tout d'abord, le rôle du coordonnateur, c'est de superviser l'évaluation, de superviser l'équipe et de maintenir un niveau de qualité dans l'évaluation au sein de l'équipe. Donc le principe de compensation, c'est la base. En fait, il s'agit de compenser les conséquences du handicap dans tous les domaines de la vie et quelle que soit la nature, l'origine du handicap. Donc, on va étudier les dossiers de la naissance jusqu'à la fin de vie, puisque en fait la MDPH dans l'étude n'a aucune barrière d'âge, et on va étudier ces dossiers pour proposer à l'usager un plan personnalisé de compensation, justement pour l'aider dans la vie quotidienne, professionnelle. Donc nous, on va faire l'évaluation. C'est qui nous ? Alors nous, c'est l'équipe d'évaluation. Alors l'équipe d'évaluation, c'est une équipe
pluridisciplinaire qui comprend, alors dans notre MDPH, différentes disciplines. Nous avons des travailleurs sociaux, des conseillères en économie sociale et familiale, des ergothérapeutes, cadres infirmiers et une équipe de médecins. Donc, et une équipe également de secrétaires médicales, il ne faut pas les oublier puisque c'est un rôle central dans l'équipe. Et l'ensemble de ces professionnels va travailler de concert sur l'évaluation des dossiers. Ce qui est important à dire dans ce process, c'est bel et bien que chaque dossier déposé est étudié individuellement. Tout à fait. La MDPH, c'est la compensation individuelle. Alors, il existe bien sûr plusieurs types de compensation, des compensations collectives, mais nous, c'est la compensation individuelle. Chaque dossier est étudié de façon individuelle par l'équipe. Voilà, ça c'est important parce que chaque point du dossier peut être examiné par un professionnel en particulier. Si on parle d'un déficit d'autonomie en aide humaine, par exemple, voilà. Mais chaque dossier, chaque professionnel travaille avec d'autres professionnels pour croiser les regards sur ce dossier. C'est ce qu'on appelle les équipes techniques. Bien sûr, c'est tout l'intérêt justement de l'équipe pluridisciplinaire où chacun va apporter son regard et ses informations sur la situation. Le dossier est étudié, donc nous étudions les différentes pièces du dossier, bien évidemment, le projet de vie de l'usager et je dirais la méthode d'évaluation est gérée par l'équipe. Ce peut être uniquement sur dossier si on a les renseignements, des contacts téléphoniques usagers, des contacts avec les partenaires, des visites à domicile, des expertises médicales. Nous avons un panel à notre disposition pour faire véritablement l'évaluation la plus précise et individuelle possible. Donc soit on va travailler, je dirais chaque professionnel à un recueil individuel et ensuite ensemble on va déterminer la meilleure solution pour l'usager et lui proposer un plan personnalisé de compensation. Donc personnalisé, ça veut bien dire ce que ça veut dire adapté à sa situation. Et il faut noter que c'est l'ensemble des besoins de l'usager. Certains besoins sont couverts relèvent de la compétence de la MDPH, sont couverts par la MDPH et d'autres besoins vont pouvoir faire appel à d'autres solutions mises en place par d'autres partenaires. Alors on verra un peu plus tard dans l'émission le cadre dans lequel travaille l'équipe, parce que l'équipe elle travaille pas comme ça en freelance, il y a un cadre qui est là. Par contre, ce qui est important peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, c'est que vous avez bien spécifié qu'on était dans le champ du retentissement, ce qui veut donc dire qu'on ne fait pas de notification ou de prescription en fonction d'une pathologie, mais bel et bien du retentissement de cette pathologie. Pour être très clair, 2 personnes peuvent avoir la même maladie et l'équipe d'évaluation n'évaluera pas de la même façon, mais si elles ont la même maladie, elle va évaluer en fonction du cadre de vie de la personne et de ses besoins. Tout à fait, c'est le retentissement du problème de santé sur la vie quotidienne, sur la vie professionnelle, sur la vie sociale. Et ça dépend de chaque individu, ça dépend de son environnement, qui peut être un environnement facilitateur ou au contraire un environnement qui va compliquer la problématique. Et c'est une évaluation globale et personnelle. Effectivement, le diagnostic a un intérêt pour l'évolution, etc. Mais au tenter de l'évaluation, ce sont bien les conséquences qui sont étudiées finement par l'équipe. Voilà, on en sait un peu plus, on avance pas à pas. C'est pas, même pour ceux qui savaient, c'est pas inutile de rappeler comment ça fonctionne. Et là, donc, on a vu l'accueil, on a vu un peu l'instruction, même si ça va un peu vite, mais on n'a pas 2 heures non plus. On a vu l'évaluation. Karine Barthes, Monique Plazzi, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, et c'est le moment de le dire, la MDPH ne décide pas. La MDPH, elle évalue, la MDPH, elle propose, la MDPH, elle notifie, mais elle ne décide pas. Monique Plazzi, qui décide de ce qui va être attribué ou pas aux personnes en fonction des évaluations de la MDPH? Effectivement. Les agents de la MDPH évaluent, comme vient de le dire Christine, et c'est
la CDAPH, c'est-à-dire la fameuse commission départementale des personnes handicapées, qui va décider si elle suit ce que ont décidé l'équipe pluridisciplinaire ou si elle ne le suit pas, ce qui arrive très rarement. Mais ça peut arriver. Lorsqu'on reçoit une personne et qu'effectivement on se rende compte de visu de la personne. Donc c'est vrai que on peut ne pas suivre et faire une proposition. Et donc c'est à partir de la CDAPH qu'il y a une notification qui est faite, envoyée aux bénéficiaires. Alors, c'est important d'aller un tout petit peu plus loin parce que si effectivement, et c'est la règle du jeu, c'est le législateur, c'est pas un jeu d'ailleurs, c'est le législateur qui a décidé ça, que la CDAPH entérine, décide, c'est lié aussi à sa constitution. Qui est dans cette CDAPH? Parce que si on se dit, ben oui, mais s'il y a encore des gens de la MDPH, ou alors c'est encore que des gens du conseil départemental ou quoi, non. Ah ben non. Alors c'est quoi? Ah ben non. Eh bien là aussi, c'est un ensemble de personnes représentatives, soit du département, mais ce n'est pas la majorité, soit de la CAF, soit de la CPAM, soit des représentants des parents d'élèves, de la MSA, et c'est donc et des associations de personnes en situation de handicap. C'est un groupement d'une vingtaine de personnes qui va donc étudier ce qui est proposé, écouter lorsque les personnes viennent à la CDAPH nous dire ce qu'elles ont à nous dire par rapport à leur ressenti, par rapport à leur activité, par rapport à leurs besoins, et à la suite de non seulement de l'écoute des personnes, mais également de ce qui a été proposé, que la CDAPH va décider. C'est donc un groupe de personnes où il y a le représentant de la MDPH, c'est la personne qui va exposer ce qui a été l'évaluation qui avait été donnée, mais il n'y a pas de représentant de la MDPH qui va décider si oui ou non on va suivre. Ça serait un peu difficile d'être à la fois évaluateur et de dire ah ben on n'est pas d'accord ou on est d'accord avec l'évaluation. Donc c'est vraiment et aucune personne n'est majoritaire. Voilà, c'est important ça aussi de le réaffirmer. Alors on y reviendra un tout petit peu plus tard en parlant du cadre de l'évaluation, mais c'est important aussi, Karine, Karine Barth, je vais vous interroger là-dessus. On a parlé tout à l'heure de la compensation qui est un élément majeur. Il y a une autre notion qui est extrêmement importante, c'est l'équité de traitement. Et cette CDAPH, elle garantit aussi l'équité de traitement parce que ce n'est pas celui qui évalue qui décide. Tout à fait. Et donc du coup, les évaluateurs utilisent, ça Christine en parlera tout à l'heure, effectivement, un barème, et voilà. Donc des règles qui sont valables sur l'ensemble du territoire. Donc on est vraiment sur une équité. Et lorsque l'on applique ces barèmes, on arrive à un plan personnalisé de compensation qui est présenté aux membres de la CDAPH. Là encore, effectivement, on a des représentants des politiques publiques, que ce soit l'éducation nationale, le département, l'ARS ou autre. Mais il y a aussi une grande partie, un tiers, des personnes des représentants des personnes en situation de handicap et des établissements et structures qui sont en charge du handicap. Il y a un réel dialogue qui se passe lors de ces CDAPH et comme on le dit depuis le début, il est question de compensation individuelle et donc les personnes qui viennent vraiment s'exprimer auprès de la MDPH, enfin auprès de la CDAPH du coup, vont pouvoir amener tous les éléments qui vont permettre aux membres de cette commission de choisir quelle décision est la plus pertinente à prendre dans cette situation-là. Donc en fait, rien n'est joué. On incite, et la MDPH, dans le cadre de la feuille de route 2022, incite dans le 87 à ce qu'il y ait une participation encore plus forte des usagers sur leur plan de compensation et à venir à ces commissions. Nous n'avons jamais interdit ou en tout cas demandé à un usager de ne pas venir à la CDAPH en sachant que
tous les usagers qui veulent venir nous l'indiquent et qu'ils seront convoqués. Donc vraiment que ce discours aussi passe. Il y a une audition de toutes les personnes qui le souhaitent. La parole est aux usagers. Merci Karine, mais je vous la laisse la parole pour l'instant, puisque j'ai une autre question qui vient dans la foulée. La MDPH, on l'a vu, c'est une structure qui est ouverte à tout le monde. C'est une structure qui doit se projeter chaque jour dans son activité, dans le parcours de vie des gens. C'est une structure qui doit aussi également fonctionner un peu en carrefour, parce que on est au croisement de différentes structures. Vous êtes bien placé parce que, pour le savoir, on vous sollicite pour avoir des rendez-vous, comment on travaille avec les uns, comment on travaille avec les autres, ce qui permet d'harmoniser un peu la politique du handicap sur le territoire. C'est ça aussi la MDPH. Ça n'est pas une tour d'ivoire qui est plantée place des Carmes et qui ne travaille avec personne. Surtout pas. On est tous sauf la tour d'ivoire et des personnes cloîtrées dans leur bureau qui sont en train de regarder que du papier. Oui, on travaille sur le dossier, sur la compensation, mais on le fait avec les partenaires. Et dans les différents textes d'ailleurs, qui soient depuis 2005 ou à travers là actuellement les différentes modifications, on entend effectivement les termes de guichet unique, les termes d'assemblier, c'est le nouveau ça, ou alors assembleur. Et la MDPH, on est vraiment dans cette logique-là, à savoir que on doit travailler dans le cadre notamment de la réponse accompagnée pour tous, le fait de faire en sorte que personne ne soit laissé au bord du chemin et que personne ne soit sans solution. On travaille avec les institutions, les établissements, au parcours. En fait, je travaillerai là-dessus au niveau du parcours, parce que le parcours, c'est justement mettre en place avec l'aide des différents partenaires et à travers un projet de vie qui va être établi par l'usager et seulement par l'usager, et accompagné bien sûr, mais c'est en tout cas pour lui. Nous sommes là en tout cas pour être au cœur de tout ça et être tout sauf une tour d'ivoire qui étudie un dossier papier. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Séverine Martin, on fonctionne encore aujourd'hui à la MDPH de la Haute-Vienne, on fonctionne encore beaucoup avec le papier. Les personnes déposent des dossiers papier, néanmoins la société elle évolue. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va laisser les gens de côté, bien loin de là, mais pour ceux que ça peut arranger, il existe déjà des possibilités de déposer un dossier en ligne. Je crois aussi qu'il y a des choses qui se préparent. Il y aura toujours cette double possibilité. Ben oui, on parle aussi de handicap. Il y a des personnes pour lesquelles qui sont peut-être toutes seules et que ça peut arranger de déposer, de faire les démarches à distance, et puis d'autres où là, on sera toujours ravis de les accueillir, notamment pour remplir la MSU. On va parler que de la MSU aujourd'hui. Non, pas que de la MSU. Non. Alors, non, mais c'est sûr comment on peut déposer ces dossiers? Voilà, le dossier aujourd'hui peut être déposé, donc comme je disais tout à l'heure, à l'accueil de la MDPH, et nous invitons fortement quand même les personnes primo-demandeurs, dits primo-demandeurs, donc qui arrivent dans le monde du handicap, à venir une première fois, donc à l'accueil physique. C'est assez important. Comme ça, on vérifie avec eux, on discute avec eux. Voilà, on vérifie avec eux. Surtout, on discute avec eux. On essaie d'identifier avec eux les différentes demandes qui peuvent être déposées, mais on n'exclut pas non plus que... on ne demande pas forcément d'exprimer une demande. Oui. On préfère parler ici de besoins et d'attentes pour venir apporter après avec l'équipe pluridisciplinaire une réponse, pas sur quelque chose de forcément exprimé. Donc aujourd'hui, la demande, elle est également possible en ligne, donc sur mamdphenligne.fr. mamdphenligne.fr, ne voilà. Pas trop mieux. C'est sûr. Et donc, du coup, cette demande est de la même manière formulée avec un formulaire de demande, un certificat médical et les pièces justificatives nécessaires et indispensables. Cela permet donc plus particulièrement, on va dire, à une personne qui a déjà sollicité nos services, donc qui est déjà bénéficiaire dans le cadre d'un renouvellement, d'une révision, d'une nouvelle demande, puisqu'il y a différentes demandes à faire auprès de la MDPH. Donc ça facilite les choses, ça évite un déplacement, ça permet d'inclure des pièces complémentaires. Il n'y a pas que les pièces demandées.
Donc voilà, cette demande peut être faite de cette manière. Nous avons également des demandes sur notre boîte contact, la boîte mail, donc contact.mdph@hautevienne.fr. Bravo. Quel talent, hein. Ça c'est du talent, ça s'appelle ça. Ah, oui. Donc voilà, surtout avec la situation sanitaire, donc nous sommes de plus en plus sollicités par mail, et donc nous avons assuré bien sûr la gestion du personnel face à cette recrudescence de mails. Voilà comment on peut demander. Donc différentes portes d'entrée. Différentes portes d'entrée. Et ça va sans doute évoluer encore dans les années à venir, hein, puisqu'on a la CNSA qui peut développer des outils. Donc la CNSA a développé cette demande en ligne. Il apporte des évolutions donc constantes, bien évidemment, en fonction des remontées des MDPH. Donc, et comme on disait, donc il faut surtout pas exclure donc cet accueil physique qui prime pour les MDPH et qui permet donc de s'exprimer de vive voix, de rencontrer les différents acteurs. Il n'est pas là, il ne se joue pas la totale dématérialisation de la demande, bien au contraire. Ça peut être une possibilité. Karine, vous confirmez que la MDPH ne va pas fermer, alors Karine? Non, ça c'est clair. De toute manière, on a vraiment à cœur de travailler sur l'accueil. On est un lieu d'accueil et d'information, et donc du coup il est bien entendu pas du tout envisagé, loin de là, d'exclure tous ceux qui ne sont pas dans le monde du numérique. Et c'est pour ça que je demandais juste la parole. C'est pour dire qu'en fait on s'est engagé à accompagner aussi les usagers au virage numérique, et que donc du coup un conseiller numérique rejoindra nos effectifs en début d'année 2022 pour justement aider tous ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec toutes les démarches numérique et être accompagné. Voilà, c'était une bonne précision. Christine Pradine, on l'avait dit, docteur Christine Pradine, on l'avait dit, je vous taquine, vous savez bien comment je suis. On l'a dit au départ, donc vous évaluez, par rapport au dossier, par rapport à la demande. On a mis en évidence ce principe d'équité, et ce principe d'équité, il est notamment garanti à la fois par le sérieux et le professionnalisme de l'équipe, mais aussi par un cadre qui est imposé. Je crois qu'il faut le dire, ça. Beaucoup de gens pensent qu'on pose un dossier à la MDPH et qu'en fait, ça passe comme ça dans les étages et qu'on décide un peu ce qu'on veut. Mais c'est pas du tout le cas. Non, effectivement, c'est pas du tout le cas, hein. L'équipe pluridisciplinaire dispose d'outils qui permettent d'évaluer les dossiers. Alors, ces outils, ce sont des outils qui sont valables pour toutes les MDPH, hein, pas spécialement pour la MDPH 87. Ce sont, par exemple, le guide barème, hein, qui va permettre de fixer un taux d'incapacité. C'est ce taux d'incapacité qui peut être la porte d'entrée pour d'autres attributions de prestations. Donc, ce guide barème, il est particulièrement je dirais respecté dans notre MDPH, parce que le respect des guides, le respect de l'éligibilité également, puisque les prestations, il y a des guides d'éligibilité aux prestations, sont respectés parce que ça garantit une équité de traitement, et ça garantit en fait une évaluation de qualité pour l'ensemble des dossiers. Et ça, les équipes, et nous y sommes particulièrement attachés à traiter les dossiers avec bienveillance, mais avec équité. Donc il y a de nombreux guides, des textes, des guides explicatifs aussi fournis par la CNSA, hein, qui guident aussi les équipes pour une évaluation plus juste et plus fine, hein, et qui effectivement produit des outils de façon régulière. L'équipe doit veiller aussi à s'adapter aux évolutions de la législation, hein, et c'est le rôle du coordonnateur et des référents dans chaque dominante d'être toujours à l'affût par rapport aux nouveaux textes, aux évolutions législatives. Et, aux évolutions, et effectivement il y a beaucoup d'évolutions en ce moment, donc nous devons toutes les intégrer et les maîtriser toujours pour arriver à une évaluation de qualité. Mais effectivement, l'évaluation, elle est toujours guidée par les textes, par les barèmes et par les guides d'éligibilité. Et c'est important de les respecter. Merci beaucoup. Là, c'est pareil, hein, ce sont des informations pratico-pratiques, c'est important de les énoncer. On arrive au bout de cette émission, on aurait pu passer 2 heures, bien sûr. Monique Plazzi, c'est vous qui allez avoir le dernier mot, tout simplement. Alors,
aussi bien par rapport à vos fonctions d'aujourd'hui, vos mandats, je dirais presque plutôt votre engagement, vos engagements d'aujourd'hui, mais aussi et surtout ceux d'hier. Ça fait très longtemps que vous êtes sur le terrain, ça fait très longtemps que vous êtes attaché non pas à la cause, mais à la situation des personnes âgées, des personnes handicapées, le grand champ de l'autonomie. D'après vous, quelle est aujourd'hui et demain la place de la MDPH dans le contexte à la fois sociétal et social, parce qu'on a aussi une mission sociale dans un département comme celui de la Haute-Vienne. Je pense que la MDPH a une place tout à fait particulière et tout à fait à part. Bon, d'abord, vous dites ça fait très longtemps, on dirait que je suis très très vieille. Non, c'est que vous êtes très expérimenté. Je savais que j'allais le prendre. Vous êtes très expérimenté. Bon, maintenant, toute plaisanterie mise à part, je crois que la MDPH a un rôle primordial. Et depuis 2005, où cette loi a mis à jour et a permis aux personnes en situation de handicap d'être reconnues, d'être incluses dans la société, je crois que la MDPH a toute sa place ici, en Haute-Vienne. Et je ne peux même pas imaginer qu'on puisse arrêter ces fonctions, parce que c'est tout un groupe qui y travaille, tout un groupe de personnes sérieuses. Et aujourd'hui, si vous me permettez, aujourd'hui, ce que vous avez fait, mettre en lumière les travailleurs d'ESAT, je dois dire que c'est vraiment très, très important de faire connaître à tout un chacun que ce sont des vraies personnes qui travaillent, qui ne font pas un métier comme ça. C'est pas vrai. Moi qui vais visiter les ESAT, je dois dire que c'est toujours un plaisir pour moi de voir ces personnes qui font un vrai métier, pas un métier à 50%, un vrai métier. Que ça soit pour le travail du bois, que ça soit pour la blanchisserie, que ça soit pour les espaces verts. Et voir ces personnes avec un sourire et une joie de travailler, je peux dire que toutes les personnes qui ne sont pas allées visiter un ESAT, je leur conseille vraiment d'y aller. Ils auront un regard différent vers la personne qui est différente, qui n'est pas handicapée, mais qui est différente. Et j'ai bien aimé ce que vous avez dit, madame. Eh bien, je crois que ça, c'est une journée qui me fait très, très plaisir et qui va permettre, j'espère, d'avoir un regard différent. Et je vous rassure, Bruno, je me battrai, s'il faut, bec et ongles sortis, pour défendre la MDPH, parce que c'est un outil indispensable qui a été mis en place, qui bien sûr va subir des évolutions, mais ça c'est normal, je vais dire, c'est selon la vie. Mais en tout cas, cette utilité est absolument indispensable. Donc ne vous inquiétez pas, Bruno, tant que j'aurai quelques forces, je défendrai la MDPH. Bon, mais très bien, hein, ça va rassurer Madame Barthes, hein, plus que Bruno. Moi, vous savez, je suis animateur de radio aujourd'hui, donc je m'inquiète pas. Hein, je sais tout le très bon travail qui est fait par la MDPH. Sans doute une des meilleures de France. Bien, on vous a pour finir cette émission, bien évidemment, je tenais à vous remercier à la fois d'avoir participé à cette émission, mais aussi et surtout d'avoir fait preuve de simplicité dans les explications, parce que la MDPH à l'extérieur parfois paraît un peu complexe et il suffit parfois d'écouter, d'expliciter tout simplement. Bien évidemment, si les auditeurs souhaitent avoir plus de renseignements, eh bien vous pouvez trouver davantage de renseignements sur le site du Conseil départemental de la Haute-Vienne. Vous avez le dossier, vous avez l'ensemble des consignes pour déposer votre dossier ou pour nous l'amener, et bien sûr sur la chaîne YouTube MDPH 87, sur laquelle vous trouverez tout un tas de vidéos, toutes plus instructives les unes que les autres, à la fois si vous êtes professionnel du médico-social, ça peut servir, ou alors si vous êtes demandeur ou parent ou quoi que ce soit, vous avez tout ce qu'il faut sur YouTube MDPH 87. Et puis un grand merci à l'ensemble du personnel de la MDPH, un grand merci au service du conseil départemental qui nous a accompagnés sur cette journée, et à RTF pour sa mobilisation et son partenariat dans le cadre de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Merci beaucoup et à une prochaine fois.